C'est un en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Philippe Spanghero qui est sur Sud Radio avec nous pour nous parler d'économie et notamment du Portugal. Sportivement, le Portugal a fait une Coupe du Monde de très haut niveau, exceptionnel, mais maintenant il faut structurer sur cet exploit sportif. Philippe Spanghero, on a vu le retour des joueurs portugais au Portugal, retour magnifique avec beaucoup de supporters, beaucoup de jeunes. Il y a le terreau pour construire une nation du rugby peut-être, Philippe. Ouais, honnêtement, cet accueil reçu par les Portugais à leur retour au pays est quand même assez hallucinant et montre à quel point il y a un terreau fertile pour notre sport et plus généralement pour les pays qui ont cette fierté nationale. Et ce parcours du Portugal, il est marquant. Oui, il est marquant. Il est très très marquant, Philippe, ce parcours du Portugal. Est-ce que tu es toujours avec nous, Philippe ? Ah, on a perdu Philippe. C'est embêtant pour la chronique. Quentin. A priori, il est toujours là. Il est toujours là, Philippe ? Moi, je l'entends plus. On va essayer de le reprendre dans un instant. Philippe Spanghero, c'est vrai que sportivement, le rugby portugais a battu quand même les Fidji. On a vu un retour exceptionnel avec tous les jeunes. Enfin, c'était beau. On a vu la une d'Abola, qui est le journal de sport référence au Portugal. Très très football, extrêmement football. Abola, on t'avait perdu, Philippe. On te récupère sur l'engouement à la suite de cette Coupe du Monde au Portugal. Oui, non, mais pardon, j'ai été coupé. Il y a encore un peu de sujets techniques de transition entre les studios, visiblement. Mais donc, ce que je disais, c'est que le Portugal a un terreau rugby. Il y a une vieille tradition de rugby. Ça peine à se développer malgré tout parce que les clubs sont concentrés vraiment autour de Lisbonne et c'est pas homogène dans le pays. Quelque part, on retrouve un peu la même problématique en France à d'autres échelles. Mais c'est exacerbé dans un pays comme le Portugal. Aujourd'hui, il y a moins de 7000 licenciés au Portugal, 75 clubs. Je ne sais pas si vous imaginez la comparaison avec la France. Alors, il y a moins d'habitants dans le pays. Par exemple, 7000 licenciés, c'est 4000 de moins que la Ligue des Hauts-de-France, que la région des Hauts-de-France, qui est à 11 000 licenciés. Donc oui, et qui n'est pas une des plus grandes ligues. Et qui est une des plus petites de France, ouais. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi pour ce genre de nation, le Portugal ou d'autres, parce qu'on en a parlé pour les Fidji, on en a parlé pour ces nations émergentes, c'est d'attendre un peu de soutien supplémentaire de World Rugby et également de voir comment se développer entre les Coupes du Monde pour élever le niveau de jeu. Pour moi, il y a deux choses à regarder de près. C'est cette compétition de l'URC. Cette compétition de l'URC, pour moi, c'est le meilleur véhicule pour que demain, des pays comme le Portugal arrivent à structurer au moins une province, parce que l'économie du Portugal, avec cet engouement pour le rugby, doit permettre de faire vivre au moins une province, avec des joueurs qui jouent très régulièrement contre ce qui se fait de mieux en Europe, et même au-delà de l'Europe, puisque les Sud-Africains maintenant ont rejoint l'URC aussi. Ça, c'est une première hypothèse dans les années qui arrivent, c'est que ces pays-là, comme l'Espagne, le Portugal, puissent avoir une wildcard pour rejoindre l'URC et qui sont dans la Super League européenne actuellement, avec les Black Lions, avec Tel Aviv, il y a les Lusitanos donc côté portugais, il y a une franchise espagnole, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut passer maintenant l'étape au-dessus, quoi. Il faut passer l'étape au-dessus parce qu'on voit que cette équipe, elle peut prétendre au top 15 mondial. Et pour prétendre au top 15 mondial, il faut avoir des joueurs qui, toute la saison, jouent contre de grandes équipes, de clubs ou de provinces. Et aussi, et on en revient au même problème, on est dans une équation qui est très complexe. C'est qu'on n'arrive pas à trouver de date et les calendriers sont très compliqués à manœuvrer. Mais il faut à tout prix que ces équipes arrivent à jouer plus régulièrement contre les grandes nations. Donc il y a des solutions à trouver. Peut-être que les Barbarians ont un rôle à jouer en ça, avec un réservoir de Français qui sont pas qualifiés pour les phases finales et qui pourraient une fois par an aller jouer un match.
les Barbarians britanniques aussi. J'ai pas les solutions parce que sinon. La Fédé française a un rôle à jouer auprès du Portugal, parce qu'on voit déjà que c'est David Gérard et Patrice Lagisquet, des Français, qui sont à la tête de cette équipe, et il y a énormément de joueurs de Pro D2 aussi dans cette équipe. Moi, je crois que la fédération française, non, il faut arrêter de penser qu'on va sauver le monde. Le rugby français a des problématiques à gérer en interne, mais par contre, on fait partie de ces fédérations qui ont un devoir d'accompagner des nations à grandir. Parce que ce que je disais la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Que les équilibres mondiaux du rugby sont très fragilisés. L'économie anglaise va mal, le rugby gallois va mal, le rugby australien est à la casse, les Sud-Africains ont dû se tourner vers un fonds d'investissement et l'URC pour sécuriser leurs finances. Donc tout ça est très 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 fragile. Donc l'issue, c'est de trouver de l'homogénéité. Donc on a nos problèmes à gérer, les grandes fédérations, mais il faut trouver des solutions pour créer les temps et les fenêtres nécessaires dans le calendrier pour que ces équipes grandissent au-delà du financier, mais qu'elles jouent plus régulièrement. Voilà. Et en ça, je pense que on aura répondu à la problématique de l'homogénéité du rugby. Il faut à tout prix, on le disait dans la nouvelle formule de Coupe du Monde à venir, mais il faut qu'on arrive à avoir au moins une vingtaine d'équipes qui puissent figurer et qu'on ne se demande pas et qu'on ne parie pas sur le fait qu'il y ait 100 points sur certaines rencontres en Coupe du Monde, parce que ça décrédibilise beaucoup trop le produit. Merci beaucoup Philippe pour cette chronique. Très belle soirée à toi. On va en parler justement avec Johan Huget et Eric Bonneval. Belle soirée Philippe. Bonne soirée, Eric et Johan. Tiens Johan, le Portugal, est-ce qu'il y a un terreau fertile pour une nouvelle nation forte du rugby selon toi, Johan? Oui, bien sûr, il y a un terreau très fertile. Quand on voit ce qu'a fait Patrice en si peu de temps, le Portugal a été très compétitif durant toute la compétition. Ils ont emballé le public, ils ont eu un jeu de mouvement, ils ont eu la grinta, on va dire aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une culture rugby à développer. Alors, pas tout seul, Patrice Lagisquet n'a pas pu tout faire tout seul. Il a quand même naturalisé des joueurs, il a créé sa propre équipe avec une idée bien en tête. Et maintenant, ce serait de faire émerger des écoles de rugby au Portugal, mais comme dit Philippe, les mettre dans un championnat européen, je suis pas sûr que c'est aider à développer le rugby italien non plus. Il faut qu'ils jouent ensemble, ces mecs, il faut qu'ils jouent face à des grosses nations. Au début, ça va être compliqué, puis après, ils vont grandir et ne pas les laisser à l'abandon pendant 4 ans, quoi. C'est tout ce qu'on leur demande, parce que c'est des belles équipes. Oui, il faut continuer de soutenir ce rugby portugais. Eric, qu'est-ce qu'on peut mettre en place parmi toutes les propositions qu'a soumis Philippe? Non, mais bien sûr qu'il faut. Mais après, tous ces pays sont aussi confrontés à une réalité économique. Être dans un championnat européen, ça veut dire des déplacements, ça veut dire être capable d'avoir des joueurs pros. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que le modèle économique du rugby au Portugal le permette. Alors par contre, c'est vrai que il y a toujours eu Portugal. Alors c'était surtout le rugby à 7 et puis au niveau universitaire. Donc il y a une vraie un vrai terreau. Il y a beaucoup de même si c'est pas beaucoup de licenciés, ils aiment ce sport. Mais il est certain que quand on voit ce qu'ils ont produit sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient capables de s'inscrire dans la durée, comme a su le faire le Japon. Et regardez, ça n'a pas été simple. Pour le Japon, ils ont eu un championnat qui commence à être intéressant, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui vont, surtout côté néo-zélandais et australien, ils attirent du monde, mais parce qu'ils ont de l'argent. Oui. C'est là la complexité, parce que c'est bien beau de dire on décrète, oui, ces équipes doivent jouer, rencontrer, mais c'est pas évident après, parce qu'après il y a des réalités. Il y a des réalités économiques, c'est que quand la France joue l'Italie, le Stade de France, il n'est pas rempli. Ou quand ils jouent le Tonga ou même les Fidji, on a du mal à remplir le Stade de France parfois. Donc c'est un vaste problème qui ressurgit tous les 4 ans, parce que tous les 4 ans il y a des équipes comme ça qui émergent et qui donnent du plaisir aux gens. Ça a été le cas du Portugal, hein. Moi j'étais au match à Toulouse contre les Fidji, c'était extraordinaire. Des mecs qui jouent au Pro D2 ou même plus bas, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu, et même ce qu'ils n'avaient pas, et c'était fabuleux de les voir à ce niveau. Mais voilà, c'est comment après
faire en sorte, c'est pas simple, c'est un drôle de challenge, mais je pense pas qu'il y ait une solution, parce que sinon il y a longtemps qu'elle aurait été mise en place. Mais c'est arriver à trouver cet équilibre entre l'économie et l'attrait qu'on va avoir ce pays pour ce sport. Et c'est vrai que le 7 est un vecteur qui permet au rugby de se développer dans tous ces pays. Parce que c'est quand même plus facile à gérer 10-15 mecs que 40 comme on a maintenant dans les stades. Je parle même pas des stades. Exactement, donc voilà pour le rugby portugais.